Philippe Alpi, président de l'EPFL Doubs Bourgogne-Franche-Comté, qui a œuvré à l'organisation de cette journée. La parole pour Vincent Lerouzic. Vincent Lerouzic est urbaniste au sein du laboratoire Géographie Cité de l'université Panthéon-Sorbonne. Il prépare son doctorat avec une thèse sur le thème de la ville abordable qui portera sur les nouveaux dispositifs d'accession à la propriété. Et c'est dans ce cadre qu'il a étudié le modèle des OFS et le bail réel solidaire, un dispositif, vous allez le voir, qui est inspiré de ce qui se fait déjà aux États-Unis et qui repose sur le principe du démembrement de propriété. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et merci déjà pour votre invitation pour introduire cette journée de réflexion autour des organismes de foncier solidaire et du bail réel solidaire. Effectivement, la particularité de mon propos va être de parler d'un point de vue, on va dire, un petit peu plus distancé, universitaire, pas totalement celui d'une personne engagée dans la mise en œuvre opérationnelle des organismes de foncier solidaire, même si j'y ai contribué pendant quelques années en travaillant notamment au sein du cabinet Espace Cité dans l'expérimentation de ce dispositif. L'objet de mon propos aujourd'hui, ça va être plutôt de vous présenter donc, la genèse, les origines de ce dispositif, l'originalité également qu'il représente. On a parlé effectivement de logement durablement abordable. Et enfin, je souhaiterais vous présenter donc, ce dispositif dans son cadre juridique tel qu'il a été pensé dans le cadre français, sachant qu'il s'inspirait d'un dispositif américain, donc il a fallu ajuster un certain nombre de choses par rapport à notre cadre juridique qui nous est propre. Et enfin, je conclurai mon propos en prenant un petit peu de distance par rapport à cette notion de propriété que revisite d'une certaine manière le dispositif organisme de foncier solidaire et bail réel solidaire, en reprenant cette question posée au XIXe siècle par Proudhon, qu'est-ce que la propriété finalement? Et effectivement, on a, je pense, un bel objet qui nous permet aujourd'hui de révisiter ce droit de propriété tel qu'il est conçu dans notre législation française. Voilà, donc si on revient un petit peu sur les origines du dispositif, c'est d'abord les éléments de contexte. Effectivement, depuis une vingtaine d'années, on observe un décrochage entre l'évolution du revenu des ménages et l'évolution des prix des logements sur le marché immobilier résidentiel. C'est une évolution qui n'est pas propre à la France, mais qui concerne particulièrement la France, et qui, au départ, ne concernait que des territoires effectivement réputés plus tendus que les autres, donc notamment la région francilienne. Ici, vous avez un graphique de Jacques Frigide, qui est économiste, et qui a élaboré une théorie, somme toute, assez intéressante, qui, justement, mettait en évidence ce qu'on a appelé le tunnel de Frigide, c'est-à-dire, en fait, l'adéquation entre l'évolution du revenu des ménages et l'évolution des prix de l'immobilier. Et ce tunnel, il l'a constaté sur une période des années 60 aux années 90. Tunnel, du coup, qu'on a estimé étant une forme de normalité historique, mais effectivement, normalité quand même, somme toute relative, étant donné qu'elle n'a duré qu'une période de 40 ans. Dans les années 90, un territoire comme Paris et la région francilienne sont sortis de cette normalité historique, avec une hausse des prix de l'immobilier conséquente. Et ensuite, c'est revenu dans les années 2000 de nouveau dans ce cadre-là. Et à partir du milieu des années 2000, c'est l'ensemble du territoire français en fait, qui a connu finalement ce même phénomène. Un certain nombre de débats aujourd'hui ont lieu autour de savoir est-ce que ce phénomène est durable ou pas. Force est de constater qu'il dure maintenant depuis une vingtaine d'années. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on est toujours dans une bulle immobilière ou pas. Un certain nombre d'économistes parlent de bulle robuste pour dire qu'en fait on est dans un phénomène qui est en apparence anormal, mais qui finalement continue de durer. Ça, ce sont d'autres graphiques, et après j'en aurai à peu près terminé avec les graphiques théoriques, je vous rassure. Cette fois-ci, qui sont issus des travaux de Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle, un des ouvrages majeurs de cet économiste français, paru il y a maintenant 4 ans. Et j'ai un petit peu retravaillé ces données qui sont issues de la comptabilité nationale, donc on est toujours sur des données macro,
qui présente en fait la composition du capital dans deux pays, la France et les États-Unis, parce qu'on refera des comparaisons tout au long de cet exposé, et qui en fait permettent d'illustrer un phénomène quand même particulièrement français, qui est la ligne bleue qui représente le capital logement, qui dépasse à partir des années 90 le capital accumulé dans ce qu'on appelle l'investissement dans les entreprises. Ce phénomène-là est inédit et nouveau en France à partir des années 90. Jusqu'à présent, le capital logement était toujours, donc l'investissement immobilier était toujours inférieur à celui dans les entreprises. Et ce phénomène-là, on ne le retrouve pas du tout aux États-Unis. On voit bien que la ligne bleue est en dessous de la ligne jaune, et en réalité, les États-Unis gardent toujours une place importante dans l'investissement dans les entreprises, plus que dans l'investissement dans l'immobilier résidentiel. Ça, c'est un phénomène qu'on peut qualifier de surcapitalisation dans l'immobilier résidentiel et qui peut justement également expliquer pourquoi on a une hausse des prix de l'immobilier. Et s'il est difficile d'expliquer tous les mécanismes à l'œuvre, on peut quand même émettre une hypothèse qui serait celle de la fiscalité proprement française, qui inciterait globalement à investir dans le capital immobilier plutôt que dans l'investissement dans les entreprises. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête pour justement essayer d'expliquer ce phénomène d'hausse des prix de l'immobilier. Maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, le contexte, il faut remarquer qu'en France, on a eu une certaine ingéniosité à créer depuis une vingtaine d'années tout un tas de dispositifs qui remettent en cause la distinction, la dichotomie entre le statut de propriétaire d'une part, le statut de locataire d'autre part. Tout ça dans l'objectif à chaque fois de chercher à offrir de nouvelles opportunités résidentielles aux ménages, leur permettant d'accéder à la propriété. Et donc là, du coup, je vous ai fait un petit graphique qui présente sur un diagramme allant du statut de locataire à celui de statut de propriétaire occupant, tous les statuts qui ont été créés, des statuts intermédiaires entre la location et l'accession, depuis une vingtaine d'années. Donc on en a quand même un certain nombre: l'usufruit locatif social, les coopératives d'habitants, le bail réel immobilier, l'accession progressive à la propriété, le bail réel solidaire, dont on va parler longuement aujourd'hui, et également le prêt social location-accession, le PSLA. Donc ça fait quand même une liste assez importante. La plupart d'entre vous, je pense, n'en avez pas forcément spécialement entendu parler, ou peut-être vous avez une vague idée. Les ménages, quand ils sont face à ce type de dispositif, ils ne comprennent pas toujours de quoi il s'agit. À ce stade-là, on va dire, le dispositif qui a connu le plus franc succès, c'est quand même celui du prêt social location-accession. Et puis aujourd'hui, avec le bail réel solidaire, je reviendrai un petit peu plus là-dessus sur le développement de ce dispositif, connaît aujourd'hui quand même un regain d'intérêt important, puisqu'on compte une vingtaine d'initiatives en France en cours de développement. Maintenant que j'ai posé les éléments de contexte, l'idée, ça va être effectivement de revenir sur l'origine du dispositif organisme foncier solidaire, bail réel solidaire, en disant d'abord que c'est un concept effectivement qui vient des États-Unis, qui tire principalement son inspiration de ce qu'on a appelé le Community Land Trust, le CLT, qui donc a été traduit en français par organisme foncier solidaire. Au Canada, ils ont appelé ça fiducie foncière communautaire. Le terme est un petit peu moins parlant, mais était davantage dans la traduction littérale, on va dire, du dispositif. Un dispositif qui est né dans les années 70, d'abord pour permettre de faciliter l'accès aux terres agricoles à des fermiers noirs qui étaient victimes de la ségrégation dans un État du sud des États-Unis. Et ensuite, l'expérience a duré une dizaine d'années et a été réinterprétée et revisitée dans sa forme contemporaine que l'on connaît aujourd'hui, dans un dispositif en faveur du logement abordable et de l'accession sociale à la propriété durablement abordable. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 260 organismes qui ont été créés. Tous sont de taille relativement modeste, c'est-à-dire que le plus important dont je développerai l'expérience, le Champlain Housing Trust, ne propose que quelques centaines de logements, donc par rapport, par exemple, aux grands organismes HLM que l'on connaît en France, c'est une taille relativement modeste, mais il faut le replacer dans un contexte où aux États-Unis, les politiques,
la question du logement et du logement abordable n'est pas réellement un sujet de politique publique. On est quand même dans un État qui est beaucoup plus libéral que la France, et l'État n'intervient que très peu et soutient très peu ce type d'initiative. Je vous ai mis une carte juste à côté, alors qui n'est pas totalement à jour, parce que notamment je crois que Besançon n'y figure pas, mais donc on voit quand même que le dispositif organisme foncier solidaire, BARL solidaire, qui a été définitivement introduit dans la loi il y a à peu près un an, compte aujourd'hui déjà plus d'une vingtaine d'initiatives dans l'ensemble du territoire. L'idée maintenant, ça va être de présenter un petit peu plus l'originalité du dispositif, après avoir parlé des éléments de contexte. Le dispositif organisme foncier solidaire, BARL solidaire, est souvent présenté comme un dispositif relevant de la dissociation bâti foncier. On le présente comme étant un dispositif où un organisme à but non lucratif, l'organisme foncier solidaire, fait l'acquisition d'un foncier et le ménage fait l'acquisition du bâti. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette dissociation bâti foncier pour essayer de la retravailler et de la mettre un peu plus en complexité, on va dire. Mais en tout cas, le propre de ce dispositif, c'est justement de créer en fait un parc pérenne de logements abordables en accession sociale à la propriété, où la collectivité publique, qui met de l'argent sur la table pour justement faire baisser le prix du logement à travers un certain nombre de subventions de diverses ordres, ça peut être la TVA à taux réduit, ça peut être des subventions sur le foncier, également des subventions parfois sur le prix du bâti, la collectivité puisse avoir un contrôle en fait, de l'affectation du bien immobilier. Ce contrôle de l'affectation du bien, il passe d'abord par un contrôle du prix de revente. Effectivement, avec ce dispositif-là, on n'est plus contraint par une durée limitée, en général à 10 ans, des clauses antispéculatives, mais donc on peut avoir des clauses antispéculatives qui durent pendant toute la durée du BARL solidaire, et donc finalement ad vitam aeternam. Mais également un contrôle de l'affectation du bien également en termes de travaux sur la propriété bâtie et également en termes d'usage du logement, par exemple sur la capacité à le louer ou à le sous-louer, etc. Tout ça peut être contrôlé par l'organisme foncier solidaire. Et du coup, c'est un dispositif qui permet de créer du logement abordable dans la durée, et c'est ce qui, effectivement, crée un regain d'intention particulier pour les politiques publiques. Maintenant, je vais revenir sur le propre d'une expérience qui a été distinguée par les Nations Unies, par le Prix mondial de l'habitat. C'est le Champlain Housing Trust. C'est une expérience donc, qui est née aux États-Unis dans l'État du Vermont, donc c'est l'État tout en rouge à la frontière canadienne, non loin de Montréal. Et c'est un dispositif qui est intéressant, c'est une expérience qui est intéressante parce que au départ c'était un Community Land Trust classique qui ensuite a fusionné avec un organisme HLM local pour finalement former un seul organisme qui propose à la fois des logements locatifs sociaux et des logements en accession sociale à la propriété durablement abordables. Vous reconnaissez peut-être un homme qui maintenant est connu aussi chez nous, c'est Bernie Sanders. Donc là, il était un peu plus jeune que ce qu'on a l'habitude de voir dans nos têtes. Mais donc, c'était lui qui était maire de Burlington quand l'initiative a été créée. Et c'est donc lui qui a été le principal instigateur et soutien politique à la création de ce dispositif qui a été créé dans les années 80. Ce dispositif, il a été du coup distingué par le Prix mondial de l'habitat. Là, vous avez une annonce type de comment se vend aux États-Unis un logement en Community Land Trust. Finalement, l'annonce, elle est relativement simple, hein, c'est-à-dire qu'on a le prix de vente, donc là qui est écrit la market value, on a le CHT investment, donc en fait c'est la part d'investissement qui permet de faire baisser le prix du logement initialement, donc là qui est de l'ordre de 63 000 $ quand le prix de vente proposé à la vente pour le ménage est de 196 000 $. Et puis il y a ce que l'on a appelé en France la redevance foncière, mais là qui est présentée comme étant des frais d'adhésion à l'organisme Community Land Trust qui s'établissent
dans ce cas à 260 $ par mois, donc ce qui n'est pas une somme totalement négligeable, et qui permet justement d'équilibrer en fait, le modèle économique du CLT. Et bien sûr, c'est un dispositif d'accession sociale à la propriété, et donc qui est soumis à des plafonds de ressources, et qui sont établis, comme en France, selon la typologie du ménage. Il ne vous aura peut-être pas totalement échappé que ces plafonds de ressources apparaissent relativement élevés. Par exemple, pour une personne, c'est 58 000 $, donc c'est quand même une somme relativement importante, mais cela s'explique principalement parce qu'ils ont une échelle de salaire qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus ample que nous en France. Alors, en réalité, c'est moins de 50% de la population qui est éligible au dispositif aux États-Unis, quand en France, c'est environ 70% de la population qui est éligible au bail réel solidaire. Je reviendrai un petit peu sur le cas français juste après. Pourquoi ce modèle est reconnu? Pourquoi cette expérience plus particulièrement du Champlain Housing Trust a attiré l'attention? C'est notamment au niveau du modèle économique et de sa capacité à pérenniser l'investissement public en faveur de l'accession sociale à la propriété. Donc je vais vous présenter quelques graphiques. Ici, c'est finalement la mesure de l'impact social du Champlain Housing Trust, où ils ont montré qu'avec 2 millions de $ investis sur une vingtaine d'années, ils ont pu en fait soutenir l'accession à la propriété de 357 ménages. Alors que s'ils l'avaient fait avec un dispositif qui n'avait pas de clause antispéculative, et bien dans ce cas-là, ils n'auraient pu soutenir l'accession à la propriété que 252 ménages. Et puis après, ils ont fait le calcul à l'envers, ils se sont dit, en comparant deux systèmes d'aide à l'accession à la propriété en CLT et sans clause antispéculative, et bien en CLT, c'est bien 2 millions de $ qu'ils auraient dû mettre sur la table. Et sans clause antispéculative, étant donné que la collectivité aurait été obligée de remettre à chaque fois de l'argent sur la table, ils ont estimé à 10 millions de $ les dépenses que la collectivité aurait dû consentir. Donc là, on voit tout de suite l'écho que ça fait en termes d'investissement dans les politiques publiques en faveur du logement abordable. Autre question qui était posée au Champlain Housing Trust dans son évaluation pour avoir le prix mondial de l'habitat, c'était est-ce que vous tenez réellement votre promesse? Est-ce qu'à chaque fois, quand vous proposez des logements, eh bien en fait, ils sont en adéquation avec le revenu des ménages cibles, ceux dont on a parlé avec les plafonds de ressources? La réponse est globalement oui, parce que dans ce graphique-là, qui nous est présenté, on voit que le pouvoir d'achat des ménages cibles, qui est matérialisé par la ligne verte, est toujours en dessous du prix des logements proposés par le Champlain Housing Trust, c'est la ligne jaune. Et en réalité, par contre, sur le prix de marché, qui est la ligne rouge tout en haut, eh bien, on voit bien qu'il y a une inadéquation entre le revenu des ménages et le prix des logements sur le marché libre. Et d'ailleurs, on observe la même augmentation des prix du logement dans une ville de Burlington, comme ce que j'ai montré dans le premier slide, dans le cas français. Donc on est bien sur un phénomène qui concerne également les États-Unis et des territoires comme Burlington. Voilà, maintenant on va revenir sur le cadre juridique un peu plus proprement français. Déjà préciser qu'il a fallu être patient pour créer ce cadre juridique des organismes de foncier solidaire et du bail réel solidaire. Ça a été 4 ans de travail, des premiers ateliers de réflexion de la loi Allure jusqu'à la parution des derniers décrets l'an dernier. Et ce travail n'est pas encore, enfin, on peut dire qu'il est globalement accompli, mais il est encore en cours, étant donné que la loi Elan est en train d'apporter un certain nombre d'ajustements sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Et donc on est vraiment dans un processus d'expérimentation, de création d'un nouveau régime de propriété qui prend du temps et qu'il a fallu penser patiemment. Concrètement, si on revient sur les différents dispositifs créés dans le cadre législatif français, on a d'abord effectivement un organisme à but non lucratif, pour le moment, parce que la loi Elan est en train peut-être d'ouvrir un certain nombre de choses par rapport à ça, qui est l'organisme de foncier solidaire, donc qui est cet organisme qui a vocation à acquérir du foncier, bâti ou non, pour ensuite mettre à bail à travers le bail réel solidaire des logements de façon abordable dans la durée.
Donc c'est une personnalité morale de droit public ou privé, et c'est surtout un agrément en fait, de structure, c'est-à-dire que vous pouvez d'abord avoir une structure préexistante, et si elle remplit les conditions de l'organisme de foncier solidaire, eh bien, il y a une procédure d'agrément qui est proposée et qui est faite au niveau de la préfecture de région. Organisme qui effectivement, dans sa logique, est à but non lucratif, et donc il n'y a pas à proprement parler de redistribution de dividendes auprès des actionnaires, et donc on est dans une logique de gestion désintéressée. Ensuite, le propre de l'innovation juridique française tient plutôt sur la création d'un nouveau bail de longue durée. Nouveau bail de longue durée parce que il y avait déjà un certain nombre de baux qui existaient, en soi les baux d'une durée de 18 à 99 ans, ce n'est pas nouveau. Il y avait notamment un bail qui s'appelait le bail réel immobilier qui a été créé quelques années avant le bail réel solidaire et qui proposait déjà un contrôle de prix de revente mais qui ne correspondait pas tout à fait à la logique du dispositif organisme de foncier solidaire et de l'inspiration Community Ventures. Donc il a fallu créer un nouveau bail totalement ad hoc qui présente principalement 3 innovations. Donc le contrôle du prix de revente, on en a déjà parlé. Ensuite, le mécanisme de prorogation du bail à chaque mutation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une vente, une donation ou un héritage, eh bien, dès lors que le ménage suivant est agréé par l'organisme de foncier solidaire, alors le bail réel solidaire est automatiquement prorogé. Et donc avec ce mécanisme-là, on a réussi à créer en fait une dissociation qui dure plus que 99 ans dans les faits et qui peut être justement perpétuelle et permettre justement de créer du logement durablement abordable dans le droit français. Et enfin, un bail réductible, là aussi c'était une innovation importante qui permet en réalité d'individualiser le bail réel solidaire dans le cadre de propriétés collectives comme des copropriétés. Et donc en fait avec ce bail réductible, on a un bail pour chaque ménage dans une copropriété, ce qui permet justement d'individualiser les reventes au fil du temps sans être associé aux contraintes d'une propriété collective. Parce que par exemple dans le bail réel immobilier, il n'y avait pas ce dispositif-là et donc c'était un mécanisme encore un peu plus complexe pour justement pouvoir revendre son logement. Ensuite, le dispositif est à présent pleinement opérationnel parce qu'il y a eu un certain nombre de décrets qui sont parus et puis il y a aussi eu des avantages fiscaux notamment qui ont été accordés. L'objectif c'était globalement de pouvoir accorder les mêmes avantages que le PSLA au bail réel solidaire. Et donc du coup on retrouve tout un tas de choses autour de la TVA à taux réduit à 5,5%, le prêt à taux zéro, la possibilité d'avoir un abattement de 30% de la taxe foncière s'il y a une délibération de la collectivité locale qui va dans ce sens. Et également des choses qui ont été ajustées en termes de droit de mutation pour, étant donné qu'on est dans un dispositif démembré, ne pas surenchérir la valeur des droits. Ensuite, des mesures ont été adoptées dans le projet de loi égalité et citoyenneté qui facilitent notamment l'intervention des organismes HLM dans la création des organismes fonciers solidaires et qui permet également la vente HLM via le dispositif organisme foncier solidaire et bail réel solidaire. Ensuite, les décrets ont précisé un certain nombre de choses en matière de plafond de ressources. Et donc, ce qu'il faut retenir principalement là aussi, c'est que le dispositif s'est aligné sur les plafonds de ressources du PSLA. Donc, on est toujours dans un régime d'accession sociale tel qu'il avait été défini jusqu'à présent via le PSLA. Et qu'il y a la possibilité d'une location pour les ménages, mais seulement sous des plafonds de ressources maximum, plafond de ressources du logement social PLUS. Et l'organisme foncier solidaire a la capacité, s'il le souhaite, d'interdire strictement la location ou de la limiter dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose dont il a besoin. Ensuite, en termes de formules de revente, on en a parlé, le bail réel solidaire introduit des formules de revente, tout en laissant en réalité une liberté contractuelle pour les organismes fonciers solidaires de choisir cette formule. Donc il y en a un certain nombre qui existent aux États-Unis, soit qui sont indexés sur des taux fixes, par exemple une évolution
tous les ans, soit sur des taux indexés, par exemple sur l'inflation, etc. Donc ça, c'est une réflexion qui doit être portée au niveau local sur quel choix en termes de formule de revente. Et aujourd'hui, à travers le projet de loi Élan, il y a un certain nombre de discussions qui, justement, viennent préciser un certain nombre de choses par rapport à ce dispositif-là. Notamment, il y a des difficultés opérationnelles qui concernent le régime de copropriété et l'adéquation avec le bail réel solidaire. Le projet de loi Élan a adopté un certain nombre de choses qui permettent justement de clarifier la répartition des droits de copropriété entre le titulaire, le ménage titulaire du bail réel solidaire et l'organisme de foncier solidaire. Ensuite, il y a une réflexion qui est plus politique, qui est de savoir, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, d'une certaine manière, le dispositif bail réel solidaire réinterroge en fait la place de l'accession sociale par rapport au logement social, etc. Et donc il y a aujourd'hui un amendement qui a été adopté, donc on verra s'il est conservé définitivement en dernière lecture, mais qui en fait introduit le bail réel solidaire dans le quota de logements sociaux tel qu'il est défini dans la loi SRU. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, une certaine forme de révolution, parce que jusqu'à présent, l'accession sociale à la propriété, quelle que soit sa forme, n'intégrait pas le dispositif de la loi SRU. Enfin, je vous le disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui une réflexion sur l'ouverture de l'agrément organisme foncier solidaire à des structures qui ne seraient pas strictement des organismes à but non lucratif. Principalement aujourd'hui, c'est le cas des SEM et des ESH, des SA d'HLM, qui posent question, qui sont des organismes à but de lucrativité limitée, pourrait-on dire. Et donc effectivement, là aussi, il y a eu un amendement qui a été adopté jusqu'à présent, qui ouvre la possibilité d'agréer ce type de structure sous forme d'organisme foncier solidaire. Voilà, je vais terminer mon propos par voilà, une petite réflexion un peu plus théorique sur le droit de propriété, donc en reposant cette question de Proudhon, qu'est-ce que la propriété? Déjà pour vous dire qu'en fait, en France, d'une certaine manière, c'est Jean-Pascal Chazal, qui est professeur de droit, qui l'a très bien décrit dans un article qui est paru il y a 3 ans maintenant. Il n'y a pas eu de vraie réflexion qui cherchait finalement à moderniser le concept de propriété tel qu'on a dans le Code civil, qui date de Napoléon, 1804, qui mériterait peut-être d'être revisité. Et donc Jean-Pascal Chazal parle d'un sommeil dogmatique dans lequel la doctrine française est plongée depuis 2 siècles sur le concept de propriété. Alors pourquoi un sommeil dogmatique? Parce que quand on lit le Code civil, la propriété est définie comme un droit absolu. Et donc à partir de ça, d'une certaine manière, toutes les limites que l'on peut donner à la propriété, donc notamment à travers un dispositif comme l'organisme foncier solidaire, bail réel solidaire, viennent totalement en contradiction avec ce caractère absolu de la propriété. Et puis il y avait une conception plus ancienne de la propriété qui était le triptyque romaniste usus fructus abusus, qui là justement déjà avait cette intuition que en fait, la propriété ce n'était pas un droit unique absolu, mais en réalité une pluralité de droits et qu'on pouvait retravailler le concept de propriété à travers cela. En réalité, l'idée c'est de se dire que la propriété est certes un ensemble de droits, mais qui n'est pas forcément à résumer au triptyque usus fructus abusus, et qu'on peut en fait le complexifier. Et c'est le concept de bouquet de droits, de bundle of rights, qui vient des États-Unis, qui à mon sens est assez intéressant pour justement penser la propriété d'une façon un petit peu plus complexe. Du coup, moi j'ai retravaillé un petit peu ce concept de faisceau de droit en mobilisant notamment le concept également de régime de propriété d'Elinor Ostrom, qui est une économiste américaine et qui a travaillé sur les régimes de propriété communes autour des ressources naturelles, notamment la gestion des lacs, les forêts, etc. Et donc en fait, elle a distingué un certain nombre de droits qui sont les droits d'accès, de prélèvement, de gestion, d'exclusion et d'aliénation,
qui sont rapportés à la propriété de ces ressources naturelles. Moi, j'ai essayé de retravailler tout ça par rapport à la propriété immobilière. Et concrètement, ces 5 droits identifiés, je pense qu'on peut les adapter et qui sont également valables en fait, pour un régime de propriété immobilier. Toutefois, il faut à mon sens ajouter un autre droit qui est le droit de préemption, que aux États-Unis on appelle le droit éminent, et qui est en fait un privilège proprement public, c'est-à-dire qu'en fait c'est un droit qu'a la collectivité pour racheter un logement. Et donc quand on est dans un régime de propriété privée classique, en réalité, ces 5 droits sont confiés aux propriétaires. Et par exemple, quand un logement est loué, en réalité, c'est le droit d'accès qui est cédé par le propriétaire au locataire. C'est par exemple ce qu'on appelle généralement le droit d'usage. Dans le cadre du bail réel solidaire, on a un complexe qui est du coup un petit peu différent, où il n'y a pas seulement le droit d'accès qui est cédé au ménage, mais on a également le droit de prélèvement. Donc en fait, c'est la capacité de pouvoir justement prélever une partie de la rente immobilière, donc notamment par la location, ou la revente justement du logement, et qui est également concédée dans ce cadre. Et puis ensuite, on a du coup les 4 autres droits, gestion, exclusion, aliénation, préemption, qui, à mon sens, sont conservés par l'organisme foncier solidaire, du coup, qui est une organisation collective qui gère ses droits et qui, du coup, conserve une partie des droits de propriété, etc. Présenter les choses comme ça, c'est à mon sens une manière de présenter les choses de façon un petit peu plus complexe, et surtout cela permet en fait de rediscuter cette dissociation bâti-foncier dont je vous avais parlé tout à l'heure, où en réalité le concept de dissociation bâti-foncier, c'est une conception du droit de propriété qui est un droit de propriété absolu. En réalité, on dit l'organisme foncier solidaire est propriétaire absolument du foncier, voilà, c'est une dissociation physique. Le ménage est propriétaire absolument du bâti, mais en réalité, on s'empêche de penser une complexité de droit qui existe dans ce régime de propriété. Donc à mon sens, on est sur un régime de propriété original, distinct du régime de propriété privée, où effectivement on a une organisation collective qui partage un certain nombre de droits avec des individus et qui va au-delà de la dissociation bâti-foncière. Voilà, donc j'en ai terminé pour ces réflexions autour du droit de propriété. Et donc maintenant je laisse la parole à la table ronde. Vous allez peut-être même pouvoir la reprendre parce que votre propos appelle sans doute des questions. Vous nous avez montré que le surinvestissement en capital immobilier avec une relative stagnation des revenus des ménages avait pour effet de décorréler finalement la capacité des ménages à se loger avec les prix de marché, et que ce dispositif ou cette mécanique inventée aux États-Unis, celle du bail réel solidaire qui repose sur un démembrement de propriété, eh bien, peut permettre de compenser ce problème d'accession à la propriété pour les classes moyennes, induisant d'ailleurs, et c'est ce que vous nous avez montré à la fin, une nouvelle conception du droit de propriété avec une certaine forme de collectivisation finalement des droits du propriétaire. Avez-vous des questions là-dessus ou des observations d'ailleurs avant qu'on en vienne à la table ronde sur les OFS et le commentaire aussi de tout ce qui vient d'être dit? Les organisateurs m'avaient promis une salle bouillante, difficilement contrôlable, m'avait-il dit. Oui, monsieur le directeur. On vous amène un micro. Il faut parler un tout petit peu loin du micro parce que ça sature aussi. Oui, bonjour, Charles Moutot, directeur de l'EPF. J'aurais une question à poser à monsieur Lerouzy. Que se passe-t-il de son point de vue si l'agrément, lorsque le bail est rechargé, que se passe-t-il s'il n'y a pas d'homologation de la part de l'Office foncier solidaire? Est-ce que ce cas a été prévu? Oui, alors la
là-dessus, les textes sont assez clairs. C'est effectivement en cas de revente, chaque ménage qui fait l'acquisition des droits réels immobiliers doit être agréé par l'organisme de foncier solidaire, justement pour contrôler l'affectation. Lorsque cet agrément n'est pas accordé au nouveau ménage entrant, il y a l'obligation pour l'organisme de foncier solidaire de proposer un nouveau ménage au ménage vendeur, parce que sinon il se retrouve en difficulté par rapport à sa vente. Et si au bout d'une certaine durée, le ménage vendeur ne s'est pas vu proposer un autre ménage acquéreur, et bien dans ce cas-là, c'est l'organisme de foncier solidaire qui doit se porter acquéreur de ce logement. Voilà. Donc la revente, bien que encadrée sur son prix, est quasiment garantie pour l'acquéreur. C'est effectivement une forme de garantie de rachat, mais qui n'était pas présentée en tant que telle dans le dispositif. Donc, mais effectivement, ça implique quasiment une forme de garantie de rachat. Alors après, c'est pas forcément une garantie de rachat au sens que l'organisme de foncier solidaire doit nécessairement racheter. Par contre, il doit garantir le résultat, c'est-à-dire que le logement soit racheté. Il reste toutefois des ambiguïtés autour du texte. Par exemple, si jamais le ménage propose un autre ménage qui ne correspond pas aux critères d'éligibilité, a priori, dans ce cas-là, il n'y a pas de garantie de rachat qui est proposée. Donc ça pose derrière des questions très concrètes d'organisation, par exemple, d'une file d'attente, d'un vivier d'acquéreurs pour l'organisme de foncier solidaire, pour qu'il puisse en proposer aux ménages qui souhaitent revendre. Avez-vous d'autres questions, observations? Oui, madame, bonjour. Sur la même chose, quand il s'agit d'un héritage, c'est très différent. Alors, concernant l'héritage, effectivement, là, les textes prévoient d'autres choses, c'est-à-dire que le conjoint survivant peut hériter, quelles que soient les conditions de ressources du bien. Pour ce qui est des ascendants-descendants, il faut qu'ils respectent les conditions de ressources pour rester dans les lieux. Si ce n'est pas le cas, ils sont dans l'obligation de revendre également. Et donc, ils vont récupérer après le prix du bien immobilier. Autre question, observation, objection? Monsieur ici au premier rang et puis vous, madame, ensuite. Je ne veux pas que résoudre pour résoudre, mais et si économiquement l'OFS ne tient pas le coup? Qu'est-ce qui se passe? Il a tous ses prêts à rembourser et il y a tous ses propriétaires qui sont engagés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut toujours prévoir le pire, mais espérons que ça n'arrive pas aussitôt. Non, alors a priori, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles par rapport à ça. D'abord, effectivement, il y a la possibilité, il me semble, pour l'organisme de foncier solidaire d'éventuellement revendre ses fonciers à d'autres organismes de foncier solidaire à partir du moment où ça reste dans le circuit du bail réel solidaire. Il a aussi éventuellement la possibilité de racheter les logements quand ils sont à la vente, donc de faire jouer son droit de préemption pour redevenir pleinement propriétaire des logements et les revendre au prix du logement de marché. Donc, dans ce cas-là, il empoche la plus-value qui lui permet justement éventuellement de rétablir ses ventes. Et après, il y a d'autres scénarios un peu plus noirs. Si jamais vraiment c'est la banqueroute totale, etc., normalement il y a un retrait d'agrément et ensuite l'ensemble des actifs sont retransférés à un autre organisme de foncier solidaire, généralement le plus proche. Voilà, on verra comment ça se passe dans ces cas-là, en espérant que dans ce cas-là, la consolidation de tout ça en termes de comptabilité fonctionne. On retrouve des équations économiques viables. Merci. Merci, monsieur, d'avoir posé cette question. C'est la question du risque, la question du modèle économique des OFS. On en parlera dans les tables rondes qui suivront. Madame, vous étiez manifestée. Bonjour. Bonjour. Si on imagine un petit immeuble de quelques logements, type copropriété, qui gère les parties communes de cet ensemble? Alors, ça, je laisserai peut-être la parole à ceux qui sont dans l'expérimentation la plus concrète. Non, normalement, là, le dispositif a été un peu plus clarifié dans le cadre de la loi Elan. On va s'assurer que c'est bien
copropriété. Et effectivement, il y a une clarification, une répartition des droits entre l'organisme de foncier solidaire et le ménage dans les droits liés à la copropriété et qui ne sont pas si loin que ça de la répartition dans le cadre de l'usufruit en fait, et du propriété. C'est-à-dire, voilà, pour tout ce qui est gestion courante, c'est effectivement le ménage qui est plutôt dans la gestion des travaux, etc. et tout, et du vote. Et par contre, si jamais il y a des gros travaux, etc., ça, c'est des choses qui peuvent parfois relever un peu plus de l'organisme de foncier solidaire. Mais ça, c'est encore des choses qui sont en train d'être actées. Et sinon, il y avait des propositions qui visaient aussi à rétablir les choses, enfin plutôt à éclaircir les choses dans le cadre du bail réel solidaire, c'est-à-dire de bien clarifier les droits de chacun de façon contractuelle. Allez, une dernière question, et puis ensuite la table ronde avec Anne-Catherine Ledeuf, Vincent Mourlier, Pascal Masson et Jean-Baptiste Legrand. Bonjour madame. Oui, bonjour. Pourriez-vous me dire quelle est la nature juridique de l'OFS exactement? Alors, donc, au départ, organisme à but non lucratif. Et donc, ça veut dire concrètement, principalement 3 statuts: association, fondation, fonds de dotation. Après, il y a par exemple, je laisserai les coopératives HLM présenter leur modèle, mais la possibilité d'utiliser d'autres statuts, comme le statut coopératif, à partir du moment où on inscrit dans les statuts de la société coopérative que c'est bien à but non lucratif, donc il n'y a pas de redistribution de dividendes quand il y a des bénéfices. Et il y a ce que je disais tout à l'heure concernant la loi Élan, la possibilité, si c'est confirmé, pour les SA d'HLM et les SEM d'être également agréés organismes de foncier solidaire. Madame, si vous voulez bien vous présenter d'ailleurs, sauf si vous n'êtes pas supposé être là, dans ce cas-là vous utilisez un pseudonyme. Non, non, c'est très officiel. Martine Maréran, je suis directrice d'une communauté de communes dans le Haut-Jura. Juste une petite question concernant cet outil. Est-ce qu'on peut considérer ce qui peut être un outil qui servirait à rajouter, je ne sais pas si c'est forcément le terme, mais en tout cas à amoindrir en tout cas le phénomène de, pour prendre à la mode, de gentrification, c'est-à-dire le fait que certains quartiers populaires aujourd'hui réhabilités sont rachetés par des classes très aisées, et qui font que effectivement les publics qui y habitaient sont maintenant évincés sur d'autres secteurs. Est-ce que ça peut permettre, est-ce que ça peut être un outil? Oui, oui, tout à fait. Ça fait partie des outils qui sont maintenant à la disposition des politiques publiques pour effectivement limiter la gentrification d'un certain nombre de quartiers, au sens où, étant donné qu'on contrôle l'affectation du bien, son prix de revente, son public, en définissant des plafonds de ressources. Éventuellement, l'organisme de foncier solidaire peut également définir des plafonds de ressources qui sont plus bas que les plafonds nationaux. Et donc, du coup, on est dans un dispositif qui peut permettre de faire une forme de peut-être contrôle social un petit peu de la population d'un quartier. Tout à fait. Et aussi, par exemple, l'outil peut être utilisé pour éviter le développement de résidences secondaires dans un certain nombre de quartiers, étant donné que c'est un dispositif qui a vocation à privilégier la résidence principale. Donc ça, par exemple, dans les zones touristiques en tension foncière, c'est un outil qui est assez pertinent. Merci à vous, Vincent Lerouzic. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour vos questions. Vous pourrez en poser d'autres dans un instant. Pour l'instant, la parole